Bonjour, bienvenue à Regard sur les technologies d'intervention en dépendance. On vous propose un dossier de 5 épisodes qui explore ce qui se fait au Québec au niveau des interventions de prévention et de réadaptation avec les nouvelles technologies dans le milieu de la dépendance, avec ou sans substance. L'intervention à l'aide des nouvelles technologies est un sujet qui suscite l'intérêt de l'équipe de recherche Hermès, l'Institut universitaire sur les dépendances, l'Association des intervenants en dépendance du Québec et l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Réunis au printemps 2021 lors d'un symposium sur le sujet, ils ont eu envie de poursuivre la réflexion en proposant ce dossier de balado. Lorsqu'on parle de téléconsultation, cela inclut les interventions à distance par téléphone et visioconférence. Au Québec, cette modalité d'intervention est reconnue par la loi comme un moyen approprié de dispenser des soins de santé depuis 2005. Ce n'est qu'en 2017 que le gouvernement donnait le mandat au CHUM de déployer la télésanté dans plusieurs spécialités, dont l'itinérance et la dépendance. Cependant, ce service était peu utilisé pour offrir directement les consultations aux patients. L'une des raisons est le fait que jusqu'à ce que la pandémie force un changement de rémunération, les actes de télémédecine n'étaient pas couverts. On écoute Frédéric Grondin, agent de relations humaines et psychologue-chercheur, nous faire part de certains des questionnements qui expliquent les résistances à utiliser les technologies dans l'intervention. Parmi les préoccupations souvent rapportées, il y a est-ce que la télépsychothérapie c'est aussi efficace? Est-ce que ça permet de créer un lien aussi fort avec les clients qui sont rencontrés que des suivis en présentiel? Est-ce que c'est difficile de mettre ça en place? Est-ce qu'on peut s'y ajuster aussi? Puis, sur la base de la connaissance que j'ai des écrits scientifiques en ce moment, ce qu'on peut dire, c'est que la télépsychothérapie en général, ça produit des gains thérapeutiques qui sont équivalents à ceux observés en présentiel. Sur la base des méta-analyses disponibles en ce moment, c'est des résultats qui sont encourageants, qui sont vus pour différentes approches théoriques, pour parler de la psychothérapie, là, différentes approches théoriques et différents types de problématiques. Ensuite, l'alliance thérapeutique, donc qui caractérise finalement la force du lien relationnel entre le thérapeute et le client. On sait que les niveaux d'alliance qui sont rapportés sont généralement comparables à ce qui est vu en présentiel. Ceci étant dit, les clients ont tendance à rapporter des niveaux plus forts que ceux rapportés par les thérapeutes. Puis il y a certaines situations où les niveaux d'alliance sont plus forts que ceux rapportés en présentiel. L'inverse est aussi vrai. Il arrive, surtout du côté des thérapeutes cette fois-là, que les thérapeutes trouvent qu'il manque peut-être quelque chose au suivi en vidéoconférence pour que l'alliance soit aussi forte. Est-ce qu'il y a autre chose qui différencie la téléconsultation des rencontres en présentiel? Voici ce qu'en dit Olivier, qui utilise plutôt les services de téléconsultation par téléphone. Moi, sincèrement, ça fait pas vraiment de différence parce que ça dépend parce que là, c'est sûr que moi, le but, c'est que je veux aller bien, je veux avoir un suivi, c'est sûr que pour ça, le besoin est rempli, tu sais, mais c'est sûr que c'est toujours plus le fun d'être en présentiel. Mais parce que souvent par téléphone, on peut souvent cacher nos symptômes ou pouvoir modifier. Tu sais, il y a comme une porte un peu comme à la diversion. Tu sais, il y a un danger avec ça que les gens ils peuvent comme cacher leurs symptômes. Ces propos amènent à se demander si la téléconsultation par visioconférence permet d'assurer une évaluation fiable de l'état des personnes. Ça interroge aussi à savoir s'il est légitime de tenir compte des informations supplémentaires sur l'environnement de la personne auxquelles la technologie nous donne accès. Frédéric Grondin répond à cette question. Il faut dire que quand les gens consentent, par exemple, à un suivi en vidéoconférence, puis peut-être que ça vaut la peine de l'expliciter pour les personnes qui auraient des questionnements à ce niveau-là, c'est aussi de montrer son chez-soi à la personne qu'on rencontre. Nécessairement, je pense que ça rentre dans l'évaluation clinique que font les thérapeutes à ce moment-là, de constater finalement, puis parce que normalement, ces informations-là, ça fait partie des choses pour lesquelles on questionne la personne, puis après ça, on se fie à ce que la personne nous dit.
de comment ça se passe chez elle. Puis des fois, l'habillement, on le constate de toute façon en présentiel, mais là, c'est certain que en vidéoconférence, on est presque chez la personne. Ça fait d'ailleurs partie des raisons pourquoi certaines personnes vont demander à ce que la rencontre ait lieu en téléphone plutôt qu'en vidéoconférence. Puis ils vont le dire, ça leur tente pas de montrer leur chez eux au thérapeute. Ça peut amener différentes considérations cliniques là, à ce niveau-là, mais oui, ça c'est certainement un aspect important de ça, là, de la vidéoconférence cliniquement. Là. Y a-t-il des adaptations à faire quand on intervient par téléconsultation? Marianne Saint-Jacques, directrice du programme de formation en dépendance au niveau du certificat et de la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, est également professeure et psychologue praticienne. Elle constate pour sa part une différence dans le cadre thérapeutique. Ça met de l'avant l'importance de placer les règles très, très, très clairement avant même de commencer. En commençant à dire, mais voici pourquoi ça va fonctionner comme ça et voici ce qui va se passer si ça se passe pas de la bonne façon. Donc, si je me rends compte qu'il y a des gens en arrière de toi, on va devoir mettre un terme à la rencontre ou je vais te demander, est-ce qu'il y a un espace où tu peux fermer la porte et être seul? Donc, on va placer les règles comme on devrait le faire de toute façon, mais là, il y en a comme peut-être plus. Puis l'importance d'expliquer à la personne pourquoi on les place comme ça fait en sorte qu'après ça, quand il y a ce qu'on appelle en tant que psychologue un bris de cadre, ou en tout cas, si la personne se retrouve dans une situation où c'est pas optimal, c'est plus facile de l'aborder, de dire, tu sais, on avait discuté là, de l'importance d'être dans un endroit clos où personne peut t'entendre. Ce que je constate en ce moment, j'entends des voix, tu sais. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent t'entendre en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Et donc, on peut plus facilement intervenir, puis on va intervenir pas nécessairement en mettant fin à la rencontre, en disant on va se revoir quand tu vas pouvoir avoir... des fois, c'est ça qui va se passer. Mais l'idée, c'est plus de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que la personne n'est pas capable de répondre à ces exigences-là. Des fois, ils les ont pas bien compris, ils ont oublié. Ils sont capables de tout de suite dire oui, OK, je vais aller dans ma chambre, je vais fermer la porte, il n'y a pas de problème. Mais d'autres fois aussi, ça parle de certains enjeux relationnels qui font en sorte que j'ai un peu besoin tout le temps de tester. Est-ce que tu vas me repousser? Est-ce que tu vas... Jusqu'à quel point c'est important? Et donc, ça, on va l'utiliser dans l'intervention. On va le questionner, on va voir comment c'est. Est-ce que ça se passe comme ça à d'autres endroits? Je pense qu'on a été plus appelés à replacer ce cadre-là, à le questionner, à l'intégrer dans nos interventions pour réfléchir qu'est-ce que ça veut dire sur notre relation à nous, qu'est-ce que ça veut dire sur prendre soin de toi. Des fois, c'est vraiment juste... C'est par exemple une maman qui dit oui, je le sais que c'est important que je ferme la porte, mais là, mes enfants sont là, puis j'ai un peu l'impression de les abandonner, puis je me sens tellement coupable de pas être présente que là, c'est comme une façon pour moi de pas les laisser encore tout seuls parce que j'ai travaillé toute la journée, puis ça n'a pas de bon sens. Puis là, donc, ça va parler beaucoup sur la capacité à prendre soin de soi. Et je pense que pendant la pandémie, avec la proximité d'être dans la maison des gens ou d'être en télépratique, ils se donnent moins le droit, entre autres, là, c'est une des explications parmi tant d'autres, mais le moins le droit de, tu sais, quand tu prends ton auto ou le transport en commun pour aller chez ton intervenant en dépendance, pour t'asseoir puis parler de toi, là, tu es tout seul, là, tu sais, et donc tu n'as pas le choix de prendre ce temps-là. Est-ce qu'il y a d'autres considérations en lien avec la relation thérapeutique auxquelles il faut s'attarder quand on fait de la téléconsultation? Frédéric Grondin, qui a fait sa thèse sur la question de l'empathie ressentie par les thérapeutes et perçue par les personnes recevant les services via la visioconférence, explique que le système informatique devient un troisième acteur dans ce cadre de pratique. Puis, il commence aussi à avoir des travaux intéressants qui tentent de conceptualiser le contexte différent d'une séance en télépsychothérapie, notamment en disant que normalement, dans une relation thérapeutique, on considère le thérapeute et le client, mais peut-être est-ce qu'on devrait considérer un troisième acteur dans cette relation-là, qui est l'ordinateur ou le système informatique, parce que le système informatique, la qualité de la connexion Internet, le matériel utilisé va venir influencer directement l'échange entre le thérapeute et le client. Et donc, le thérapeute, dans une séance en ligne, a constamment à se préoccuper ou à faire la part des choses entre ce qu'il ressent
qu'est-ce qui est attribuable finalement à la personne qui rencontre? Qu'est-ce qui est attribuable à l'ordinateur? Est-ce que en ce moment, j'ai une impression que c'est plus long, c'est plus difficile de parler des choses parce qu'on est en ligne ou parce que je suis devant un sujet qui s'adonne à être difficile à aborder pour le client que je rencontre. Fait que puis là, c'est constamment dans la tête finalement des thérapeutes qui essaient de finalement se créer des points de repère en télépsychothérapie, contrairement au contexte qui est normalement le plus usuel, celui en présentiel où les paramètres sont plutôt contrôlés, donc notre cadre de référence reste le même. Ce qui change chez les personnes qu'on rencontre et ce qu'ils disent. Et qu'est-ce qu'il y en est concernant spécifiquement l'empathie? On observe une diminution de l'empathie rapportée, qui n'est pas une diminution très grande et qui a été observée dans un contexte expérimental, pas nécessairement aussi écologique que dans de réels suivis de psychothérapie en présentiel ou en vidéoconférence, mais quand même, ça nous donne l'idée que si on ne s'y ajuste pas, il y a la possibilité finalement que certains aspects de la relation thérapeutique, dont l'empathie, soient moindres en vidéoconférence qu'en présentiel. Puis, dans des travaux subséquents, nous, on a essayé de corriger l'altération de contact visuel. En jouant un peu avec la caméra, on réussissait à aligner le plus possible les yeux de la personne à qui on parle sur l'écran, puis la caméra qui nous enregistre, qui fait en sorte que on donne l'impression à la personne qu'on la regarde dans les yeux, ce qui est normalement le cas là, quand on est en vidéoconférence, on regarde les yeux de la personne sur l'écran, mais la différence, le positionnement de la caméra fait en sorte qu'on a l'impression de regarder le menton de la personne ou plus bas. Puis là, encore, on a voulu voir est-ce que le fait de corriger le contact visuel permettrait d'améliorer l'empathie observée par rapport à des séances en vidéoconférence pour lesquelles on n'avait pas corrigé le contact visuel. Ce qu'on a vu, c'était qu'il n'y avait pas de différence sur l'empathie, étonnamment. Nous, on avait vraiment pensé parce que le contact visuel, s'il y a bien un indice non-verbal qui est souvent ramené dans la littérature ou dans les écrits cliniques, c'est celui-là, avec les expressions faciales. Et là, on n'a pas vu de différence, puis nous, ça nous a amené à réaliser que on avait, dans le cadre de notre étude, utilisé des paramètres de vidéoconférence qui étaient optimaux. En fait, on avait on avait des grands écrans, on avait des caméras avec une haute définition qui prenait plus que simplement la tête de la personne, mais le haut du corps au complet. On voyait la posture finalement de la personne sur sa chaise. Il y avait presque pas de délai entre le son et l'image. Ça faisait en sorte, entre autres, que l'interaction était très fluide. Ces adaptations technologiques que décrit Frédéric Grondin sont utilisées dans le cadre de l'enseignement de l'intervention en dépendance à l'Université de Sherbrooke. Marianne Saint-Jacques nous en parle. On y arrive très bien. Certains psychologues vont dire, ou certains intervenants, là, même dans les simulations à la maîtrise avec les comédiens, disaient écoute, c'est presque plus facile parce qu'on a le plan, un gros plan, le visage, on est concentré juste sur la personne qui est devant nous. L'espace, il semble plus proche. Là. Il y a certains clients qui vont me dire je me sens plus proche de toi parce que physiquement, j'ai l'impression d'être plus proche de toi, même si on est de fait beaucoup plus distant. Et donc, il y a quand même cette réticence-là du point de vue, puis je pense que c'est vrai de certains clients aussi. Il y a certains clients qui trouvent ça plus facile, sentent mieux l'empathie, toute l'émotivité du thérapeute aussi là, quand ils sont en face à face. Olivier, qui utilise les services en dépendance, nous partage à son tour son avis sur la profondeur de la relation par visioconférence. Pas mal plus expéditif, puis c'est sûr que on reste en surface, là, on aborde des sujets que ça dépend vraiment des circonstances, du patient, tout ça, dépendant. Mais mettons, si j'ai une téléconsultation puis ça fait longtemps que j'ai pas vu mon médecin, ça dépend. Ça peut faire en sorte qu'on ait une téléconsultation qui dure plus longtemps qu'un rendez-vous normal parce qu'on va c'est pas toujours, on peut pas toujours, le médecin peut pas toujours valider ce qu'on lui dit par téléphone ou par téléconsultation, fait que ça peut prendre toujours un petit peu plus de temps tout ça. Mais non, moi je préfère toujours les rendez-vous en présentiel, mais en même temps
c'est sûr que ça dépend toujours de ma vie aussi. Si je suis bien occupé, ça m'aide des fois un petit rendez-vous par téléphone, mais c'est ça. Nous, je préfère toujours voir mon médecin en personne. Puis c'est rare là, que les médecins ils font de la téléconsultation. Comme mon médecin, moi, à Montréal, il fait pas vraiment de téléconsultation là, en ce moment-là. Il fait juste du présentiel. Mettons que j'ai pas accès à des téléconsultations en ce moment. Ici, Olivier demandait une téléconsultation car il se trouve en dehors du territoire québécois. Est-ce que l'intervention demeurerait possible? Marianne Saint-Jacques a été confrontée à cette problématique et voici sa réponse. Il y a des enjeux certains avec les télécommunications. Si tu interviens avec un client qui n'est pas du Québec et puis tu transgresses les frontières comme ça, ben là, tu es susceptible là, d'être soumise aux lois des endroits où les personnes reçoivent les services. Et donc, s'il fait une plainte, par exemple, si mon client est en Ontario, puis que le client contacte l'Ordre des psychologues de l'Ontario, le board de l'Ontario, ben je pourrais avoir des poursuites légales contre moi parce que c'est illégal ce que je suis en train de faire. Tu sais. Ça, c'est un frein certain. Là. Puis je pense qu'il y a certaines professions où on est un petit peu plus carré sur ces choses-là. Tu sais. Peut-être plus surveillé aussi, là, tu sais, qui font en sorte qu'on se disait « Oh, non, il touche pas coûte que coûte », puis on n'embarque même pas là-dedans. Là, ça a forcé à avoir ces discussions-là, ces réflexions-là, puis ça a forcé ces réflexions-là sur vraiment, tu sais, tout au long là, de l'organigramme structural, là, tu sais, il a fallu qu'on se dise, mais là, ça n'a pas de bon sens, là. Il y a des services à donner, il faut les offrir. Comment on réfléchit, quelle ligne directrice on va donner pour que les gens s'y retrouvent, qu'ils puissent prendre des décisions, puis qu'ils disent pas, non, c'est trop dangereux, c'est trop compliqué, je comprends pas comment faire ça, puis je veux pas être poursuivi, là. Est-ce que la téléconsultation est là pour rester? Marianne Saint-Jacques se prononce. Il y a un avant, il y a un après. C'est certain que la téléconsultation est là pour rester dans certains contextes. Puis particulièrement quand on parle de services spécialisés en dépendance, au privé, là, des psychologues qui sont bien formés en dépendance, il n'y en a pas tant que ça. Là. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'on s'est mis à répondre à des demandes de personnes qui étaient géographiquement plus éloignées. Donc, j'ai beaucoup plus souvent maintenant des clients qui viennent de Québec, qui viennent de l'Abitibi, parce que, par exemple, ils vont chercher une spécialisation en thérapie conjugale et en dépendance. Puis moi, c'est ma spécialisation. Mais même quand j'ai besoin de référer quelqu'un au privé, ben j'ai pas beaucoup de noms là dans ma banque à moi là de gens qui sont spécialisés sur ces deux thématiques-là en même temps. Fait que je pense que ce que ça fait, c'est que ça a permis de briser les barrières géographiques, d'avoir accès à des services spécialisés, peu importe où on était au Québec. Et ça, je pense que ça va rester. Il y a toujours eu une demande pour l'intervention à distance. Avant la pandémie, c'était vrai. Je pense qu'il y avait une plus grande réticence des professionnels de la santé mentale et des services sociaux à offrir ce service-là à distance. Le besoin, il était là, puis il était nommé. Puis, tu sais, moi, j'avais régulièrement des demandes, on en recevait. Puis mes collègues étaient peu enclins à le faire. Je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui se sentent compétents, à l'aise, puis qui, en devant le faire, parce qu'ils n'ont pas eu le choix pour continuer à offrir les services, continuer à avoir une job pour certains, mais aussi parce que la demande était vraiment très, très, très importante, puis ils trouvaient ça difficile de dire non. Ils ont passé par-dessus ces barrières-là, ils ont apprivoisé la technologie. La téléconsultation à l'aide du téléphone et de la visioconférence est là pour rester. Le contexte de la pandémie a permis de démocratiser cette pratique. Il reste qu'indéniablement, l'intervention via les technologies ne remplacera jamais totalement l'intervention en présence, qui reste un mode où les personnes se sentent souvent plus en confiance. Une pratique prometteuse pourrait être d'encourager une alternance entre les différents modes d'intervention afin de permettre, entre autres, de s'adapter aux réalités parfois mouvantes des personnes en suivi, mais aussi de favoriser la connaissance de l'autre dans différents contextes de communication. Vous avez entendu par ordre de passage Frédéric Grondin, Olivier et Marianne Saint-Jacques. Ce dossier est créé avec le soutien du groupe de recherche Hermès et de l'Institut universitaire sur les dépendances. Oreille extérieure et conseillère de contenu, Laurence Darcy et Valérie Van Mouric. À la réalisation, aux entrevues, à l'écriture, à la recherche et à l'animation, Maude Leduc-Préfontaine. À la composition musicale et au mixage sonore, Sébastien Détremblay. La série est conceptualisée et produite par la compagnie Les Murmures de la Méduse. Merci pour votre écoute, à bientôt.